Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci. Nous allons traiter des problèmes de l'environnement. Donc, ce soir, pour vous parler, pour vous éclairer sur les problèmes de l'environnement ainsi que sur la tenue de la COP 21 qui se déroule à Paris, nous avons invité des responsables du ministère de l'Environnement ainsi que les représentants de la société civile que je vais vous présenter tout de suite. Donc, à ma droite, j'ai M. Dini Abdallah qui est secrétaire général du ministère de l'Environnement. M. Dini, bonjour. Nous avons aussi M. Hussein Rirash qui est le directeur de l'environnement. M. Hussein, bonjour. Nous avons aussi le directeur adjoint, M. Idriss, qui est à ma gauche aussi. Bonjour, M. Idriss. Ainsi qu'un représentant de la société civile. Il s'agit de M. Ahmed Kabir, qui est le président de l'association EVA, qui participe activement aux côtés du gouvernement aux efforts pour améliorer l'environnement et l'écologie et qui est passé, je le rappelle, de statut d'association au statut d'ONG, je crois. Monsieur Ahmed, bonjour. Nous allons donc un peu parler de l'environnement. Notre émission va porter sur les problèmes environnementaux et la tenue de la COP 21 où plus de 195 représentants des pays du monde vont participer à la COP 21 qui est organisée par la France. C'est M. François Hollande qui va présider le sommet qui va se dérouler à la fin de ce mois. Avant de parler de la COP 21, nous allons un peu évoquer l'historique de l'environnement. Vous savez que les problèmes environnementaux sont devenus un défi important pour le développement. Monsieur Rirash, bonjour, en tant que directeur de l'environnement, pouvez-vous nous faire un bref rappel historique de l'environnement? Depuis combien de temps le monde ou bien les pays ont pris à corps les problèmes environnementaux dans chaque pays? Merci Youssouf, je voudrais vous remercier pour cette opportunité qui nous est offerte pour essayer de parler de l'historique de l'environnement. L'environnement a pris une importance capitale importante, indispensable dans les années 70 qui a coïncidé avec le choc pétrolier. C'est que bien avant, il y avait un modèle de société qui était basé uniquement sur le développement et sur le développement surtout industriel. Mais ce choc a montré vraiment que le modèle proposé était un modèle vraiment qu'il faut revoir et que l'importance de l'environnement a pris son importance et beaucoup de pays ont milité. Et dans les années 70, toujours 72, il y a eu la première réunion à Stockholm pour justement déjà prendre la dimension de l'environnement et dire qu'il faut revoir le modèle de développement. Puis beaucoup deux décennies après, dans les années 90, il y a eu le grand sommet de Rio où vraiment on a parlé de l'environnement et du développement durable. Et à cette réunion, eh bien, à cette grande conférence, beaucoup de pays ont participé, Djibouti aussi avait participé, et là on avait montré justement qu'il faut mettre en place une institution qui puisse justement traiter le problème de l'environnement. Et Djibouti a suivi cet élan, et dans les années justement 90, on a mis en place le ministère en charge de l'environnement, et depuis ce ministère existe et milite en faveur de la protection de l'environnement. Merci donc, M. Rirash. Nous allons donc passer à M. Dini. Concernant cette COP 21 qui va bientôt se réunir à Dini, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'importance de ce sommet, ainsi que les attentes et les défis à relever au niveau mondial pour améliorer l'environnement? Oui, je vais revenir sur les attentes de ce sommet, mais je voudrais d'abord placer ce sommet dans le contexte historique. En 1992 a eu lieu à Rio de Janeiro la conférence de Rio, où a été adoptée la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Ensuite, cette convention a été complétée par le protocole de Kyoto, qui a fixé les obligations pour les pays développés de réduire les gaz à effet de serre. Et ce protocole a été adopté par une période bien précise, et il est arrivé à terme en 2012. Donc en 2009, on a organisé à Copenhague une grande conférence pour adopter un accord qui devait remplacer le protocole de Kyoto. Mais malheureusement, il n'y a pas eu d'accord à Copenhague. Les pays développés et les pays en voie de développement n'ont pas réussi à se mettre d'accord parce que les pays développés argumentaient que maintenant
beaucoup de pays en voie de développement, notamment les pays émergents, ont presque le même niveau de développement que les pays développés et émettent autant de gaz à effet de serre et que par conséquent, ils devraient contribuer au même niveau que les pays développés dans la lutte contre le changement climatique. En réponse, les pays en voie de développement affirmaient que d'abord, l'émission de gaz à effet de serre, ça a commencé avec l'ère industrielle au début du 19e siècle. Donc ça fait 150 ans que ces pays développés émettent des gaz à effet de serre, alors que les pays en développement sont entrés vraiment dans le processus de développement depuis seulement une dizaine d'années ou une vingtaine d'années. Par ailleurs, ces pays en développement, même si ils ont atteint un certain niveau de développement, beaucoup de pays, de populations de ces pays restent encore pauvres. Donc pour eux, l'enjeu, c'était la lutte contre la pauvreté. Comme il n'y a pas eu d'accord en 2009, on a lancé un nouveau processus de négociation en 2012 à Doha. Et depuis 3 ans, on est en train de préparer la conférence de Paris. Pour ce qui est des attentes de la conférence de Paris, l'attente est énorme parce que l'opinion publique mondiale a été très déçue de l'échec de la conférence de Copenhague. Et maintenant, tout le monde espère qu'il n'y aura pas un nouvel échec de la conférence. Parce que le problème de changement climatique s'est aggravé depuis ces dernières années, comme vous le voyez dans l'actualité. On assiste partout à des ouragans, à des inondations, à la fonte des glaciers, à des sécheresses. Donc l'urgence est là et tout le monde espère qu'à Paris, il y aura un accord qui soit universel et qui soit juste. Et donc les deux principaux points, les deux principaux résultats qu'on attend de la conférence de Paris, c'est que d'abord tous les pays se mettent d'accord pour réduire l'émission de gaz à effet de serre et qu'ensuite les pays développés contribuent au financement des pays en voie de développement pour faire face aux défis du changement climatique. Et concernant les pays africains ou Djibouti, dans quel état d'esprit Djibouti ou bien les pays africains participent à ce sommet et quel niveau participe notre pays à ce sommet de COP21? Djibouti fait partie du groupe africain parce que dans la négociation, il y a plusieurs groupes. Il y a ce qu'on appelle le groupe de l'Union européenne, le groupe de l'Umbrella qui regroupe plutôt les pays développés. Il y a le groupe des G77 qui regroupe les pays en voie de développement. Et à l'intérieur du groupe des G77, il y a le groupe des PMA, il y a le groupe africain et le groupe d'Amérique latine et des pays asiatiques. Donc Djibouti fait partie du groupe africain et on avait demandé à tous les pays de présenter une contribution nationale. Djibouti a été le 6e pays africain à présenter sa contribution nationale. Dans la contribution nationale, on va peut-être y revenir, mais nous avons présenté la situation de Djibouti, tant en termes d'atténuation qu'en termes d'adaptation. Et nous avons présenté aussi notre vision pour réduire l'émission de gaz à effet de 40%. Quant à la négociation, on fait partie du groupe africain. Et les attentes du groupe africain, c'est que d'abord les pays qui émettent le plus de gaz à effet de serre fassent un effort plus important pour réduire l'émission de gaz à effet de serre, puisque l'Afrique ne contribue qu'à hauteur de 4% à l'émission de gaz à effet de serre. Donc l'Afrique n'est pas vraiment un continent qui contribue au changement climatique. C'est plutôt un continent qui est victime du changement climatique, qui est vulnérable au changement climatique. Et nous, ici, dans la région de la Corne d'Afrique, on est particulièrement vulnérable au changement climatique. D'abord parce que c'est une région qui est souvent frappée par la sécheresse, où la température est déjà assez élevée, où la pluviométrie est faible, et tous ces phénomènes vont s'aggraver avec le réchauffement global. En plus, nous, en tant que Djiboutiens, on fait partie des pays côtiers, et tout le monde sait que les pays côtiers sont menacés plus que les pays qui sont en altitude pour ce qui est les inondations, mais aussi pour l'élévation des niveaux de la mer. Donc Djibouti va faire partie du groupe africain qui est actuellement présidé par le Soudan. Et la position du groupe africain, c'est de dire que ceux qui contribuent plus au changement climatique doivent faire plus d'efforts pour réduire l'émission de gaz à effet d'un côté. Et de l'autre côté, on doit aider les pays africains vulnérables au changement climatique à mettre en place les programmes d'adaptation. D'accord. Mais à quel niveau va participer la République de Djibouti au COP21? C'est au niveau de la délégation, vous voulez dire. Voilà, donc, bien sûr, la délégation, ça sera un niveau très élevé, puisque le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Marguerite, va participer personnellement au sommet des chefs d'État qui a eu lieu le 30 novembre. Il sera accompagné par plusieurs ministres et plusieurs hauts fonctionnaires,
Donc la présence du chef d'État à cette conférence témoigne de la volonté de Djibouti de prendre à corps le problème du changement climatique. D'accord, très bien. Donc nous allons aussi un peu évoquer différents problèmes pour atténuer les effets climatiques ou bien de la sécheresse dans notre pays. Monsieur Idriss, bonjour. Quelles sont les différentes initiatives que, au niveau de votre ministère, vous avez lancées pour l'atténuation des changements climatiques? Merci Youssouf. Avant de revenir à votre question, je voulais évoquer un point que tout le monde est d'accord. La première chose, c'est qu'il est sans équivoque que le changement climatique menace le développement du pays, comme il a été souligné. Et il peut saper les efforts enregistrés et le développement d'un pays donné. Donc, dans ce cadre, il y a des stratégies d'intervention. La première stratégie, c'est la stratégie d'adaptation, par laquelle il faut prendre des mesures d'adaptation au changement climatique et pour les populations vulnérables et surtout pour les écosystèmes fragiles. La deuxième stratégie, c'est la stratégie d'atténuation, c'est-à-dire de proposer des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, si je peux résumer, c'est que l'adaptation, c'est plutôt les conséquences des changements climatiques et l'atténuation, ce sont les causes des changements climatiques, parce que c'est eux qui sont à l'origine et qui sont responsables du réchauffement de la planète. D'après le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui est un organe de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, il faut réduire entre 40 et 70% les émissions de gaz à effet de serre pour la période 2010-2050 et faire disparaître ces émissions en 2100. Donc ça, c'est un fait que le groupe d'experts a mis en avant, et d'autant plus que le dernier rapport souligne que c'est l'homme qui est responsable du réchauffement de la planète. Donc ce réchauffement de la planète affecte les écosystèmes et les activités humaines, les activités de développement. Donc Djibouti, à l'instar de Concert des Nations, a fait plusieurs études. La première communication nationale, qu'on appelle la communication initiale sur le changement climatique, qui a été publiée en 2001, et la seconde communication nationale sur le changement climatique, qui a été finalisée en 2013 et soumise en 2014. Dans ces études, il a été démontré que notre pays émet des gaz à effet de serre de façon très très marginale, très faible. Et comme l'a souligné le secrétaire général, l'Afrique en général émet moins de 5%. Donc, vous comprendrez bien que Djibouti émet très faiblement ces émissions. Malgré ça, notre pays n'a pas entendu que le changement climatique, notre pays a plutôt rejoint le Concert des Nations et a proposé des programmes militant en faveur de la réduction des gaz à effet de serre. Donc je parle de l'atténuation. Donc il a développé des programmes sobres en carbone. Et à travers le ministère de l'Énergie, il y a eu plusieurs programmes qui militent en sa faveur. Donc, premièrement, le développement des énergies renouvelables. Lorsque je dis les énergies renouvelables, je parle de la géothermie, je parle du solaire et je parle des éoliens. En mettant en place ces programmes, il y a un triple objectif, premièrement. Et ça, c'est une initiative du président de la République, que la priorité, c'est l'énergie. Donc, le triple objectif, le premier objectif, c'est de réduire la facture d'électricité pour les populations, pour les ménages en général à Djibouti. Le deuxième objectif, c'est de développer le tissu industriel au niveau national, donc par cette baisse du prix. Et le troisième, qui est très important pour nous et pour Djibouti, c'est la réduction des gaz à effet de serre. Parce qu'on met en place des technologies propres en matière de changement climatique. Donc, il y a eu déjà, vous savez, l'interconnexion électrique qui est opérationnelle depuis 2011. Il y a des projets solaires qui vont arriver. Et tout ça va réduire les émissions de gaz à effet de serre qui est déjà très faible au niveau national. Donc c'est une politique vraiment volontariste que notre pays est en train de mener. Donc à cela, il faut ajouter d'autres programmes supplémentaires
qui peuvent appuyer et contribuer à cette réduction des gaz à effet de serre. Il s'agit notamment de la mise en place des cadres réglementaires pour, par exemple, imposer aux industries d'avoir des technologies propres qui vont dans le sens de la réduction des gaz à effet de serre, mais aussi d'autres gaz qui peuvent nuire à l'environnement, comme on peut parler de dioxine, de furane. Donc si on impose un cadre réglementaire, des réglementations, on dit voilà, telle industrie doit diminuer, c'est bénéfique pour l'industrie qui va gagner en matière de l'argent, mais c'est bénéfique aussi pour les pays. Et au niveau international, on va participer à l'effort mondial de lutte contre les changements climatiques. Un autre point qui est important aussi, c'est le point sur l'efficacité énergétique, c'est-à-dire à travers la mise en place de l'efficacité énergétique aussi, on peut arriver à ça. Et le ministère de l'Énergie œuvre dans ce sens à travers, l'agence, je me souviens de la maîtrise de l'énergie, qui a des programmes bien spécifiques. Donc notre pays est en train d'évoquer en matière de changement climatique participe. Donc il y a, là je souligne la participation et la concertation et la coordination de tous les départements ministériels en matière de changement climatique. Oui, concernant l'énergie par exemple, je crois qu'il y a une date qui a été fixée par le président pour que Djibouti soit en énergie propre. Oui, exactement. Lors du forum de Dubaï, si je me rappelle bien, notre président avait prononcé un discours qui a mis en avant qu'à l'horizon 2020, Djibouti doit être le premier pays du continent africain à utiliser 100% d'énergie verte, d'énergie propre en matière de production électrique. Et nous sommes aujourd'hui, nous sommes à quel niveau par exemple? Nous sommes dans le sens d'aller dans cet objectif. Et je crois qu'à travers ce que je soulignais, le développement des autonomies de la salle qui va arriver, à travers les centrales solaires de Bara qui est en train d'être fait, tout ça va nous amener à atteindre cet objectif et nous sommes dans le bon chemin pour atteindre cet objectif. Très bien. Merci donc. Nous allons donc passer maintenant aux différents projets d'adaptation. Parce qu'il y a deux termes. Il y a des projets pour atténuer les effets du changement climatique et les projets d'adaptation. Monsieur Denis, quels sont les différents projets qui ont été lancés au niveau national dans plusieurs régions, je crois, concernant l'adaptation au changement climatique? Oui, l'adaptation est une priorité pour tous les pays en voie de développement. C'est pour ça que dans le cadre de la négociation sur le changement climatique, les pays en voie de développement ont réclamé qu'on mette en place un fonds spécial pour aider les pays les moins avancés, pour mettre en œuvre le programme d'adaptation. Dans ce cadre, Djibouti a bénéficié de 30 millions de dollars pour mettre en œuvre des projets. Et dans le cadre de ces projets, le ministère de l'Environnement est en train de mettre en œuvre 4 projets dans les différentes régions du pays. Le premier projet se trouve sur la région de Douda et de Kourangar. Le deuxième projet, c'est dans la région de Petit et Grand Bara. Le troisième projet, c'est dans la région de Assamou et Adailou. Et enfin, le quatrième projet, c'est dans la région de Halé et de la zone côtière de Tadjoura. Donc, dans le cadre de tous ces projets, nous allons d'abord régler le problème de l'eau, parce que pour les populations rurales, la priorité c'est l'eau. Donc lorsqu'on parle de l'eau, comme la pluviométrie va baisser et que le stress hydrique va augmenter, nous allons faire en sorte que les rares fois où les pluies arrivent, que l'eau ne se perde pas et que l'eau soit retenue. Pour cela, nous allons mettre en place des programmes pour mobiliser les eaux de surface, pour favoriser l'infiltration de l'eau dans le sol. Et donc les projets vont mettre en place d'abord les forages, ensuite les seuils, ensuite les micro-barrages, donc tout un ensemble de programmes pour mobiliser les eaux. Deuxièmement, ces projets vont aussi mettre en place des périmètres agro-pastoraux, parce qu'avec les sécheresses récurrentes, l'élevage extensif devient de plus en plus difficile. Et donc nous allons favoriser l'association de l'élevage et de l'agriculture en mettant en place des périmètres agro-pastoraux. Autour de ces périmètres agro-pastoraux, on peut développer d'autres activités génératrices de revenus, telles que l'élevage des poules, l'utilisation, l'exploitation du miel
etc. Et pour cela, on va mettre en place les microcrédits pour aider les populations à mettre en place les activités génératrices de revenus. Et enfin, dans le cadre de ce programme, nous allons aussi favoriser le reboisement dans les différentes régions où nous allons mettre en place le projet. Nous allons mettre en place un programme de reboisement que nous avons déjà commencé, par exemple, dans la région de Kourangar, où nous avons déjà planté 100 000 plantes. Et ce programme de reboisement va continuer parce que le reboisement permet à la fois d'atténuer l'effet du changement climatique, mais c'est aussi un moyen de subsistance pour les populations rurales. Et donc les différents projets, les détails, je pense que Hussein et Ahmed vont y revenir, mais les 4 projets doivent porter autour de ces programmes. Très bien, donc merci M. Dini. Donc maintenant nous allons passer un peu sortir des institutions, nous allons donner la parole au président de l'association EVA, qui est un partenaire important pour les différentes institutions concernant la mise en œuvre des projets d'adaptation ou bien d'amélioration de l'accès à l'eau. Monsieur Ahmed, bonjour. Avant de rentrer dans les détails, est-ce que brièvement vous pouvez nous exposer un peu l'association Écologie Village d'Adalou qui milite depuis plusieurs dizaines d'années, je crois, dans la région de d'Adalou au début, mais qui continue encore ses efforts dans d'autres régions. Oui, Youssouf, je voudrais d'abord vous remercier pour m'avoir invité sur ce plateau. Ensuite, pour parler très brièvement de EVA. EVA est une association à l'origine qui a été créée dans le village d'Adailou, dans la région de Tadjoura, en 1996. Elle a été fondée par un groupe de jeunes éclairés et qui étaient, si vous voulez, nostalgiques du passé, d'un paysage qu'ils avaient connu dans le temps, des sources multiples qui tarissaient progressivement. C'était une jeunesse déjà qui avait pris conscience que la situation environnementale était en train de changer et qu'une situation alarmante était prévisible si aucune action n'était menée. C'est dans cet état d'esprit qu'ils ont créé cette association qu'ils ont d'ailleurs appelée Écologie du village de Adailou. C'est le plus Écologie du village d'Adailou aujourd'hui, c'est plutôt Écologie du village association. Parce que elle n'est plus, si vous voulez, dans le cadre de ce petit village qu'il a vu naître, elle est plutôt maintenant une organisation qui a une envergure beaucoup plus importante. EVA est créée autour de la problématique de l'écologie de l'environnement. Et donc elle a évolué aussi comme ça, et son évolution s'est faite en 3 phases importantes. Dans un premier temps, c'est-à-dire pendant 4 années après sa création, elle a travaillé autour et à l'intérieur du village d'Adailou en menant des actions focalisées sur l'environnement, sur l'accès à l'eau, sur la santé, l'éducation. À partir de 2000, EVA s'est lancée dans la mise en œuvre de projets de développement communautaire en s'attaquant à des problèmes majeurs que vivent les populations dans la région rurale de Adailou et de Wéhima. Donc elle a réalisé des projets d'adduction d'eau potable, de création de centres de maternité, d'électrification du village, des activités de reboisement en étendant ces actions au-delà du village de Adailou. Et la 3e phase, c'est à partir de 2008. 2008 est une année qui marque un tournant dans l'évolution de EVA, parce qu'EVA commence à intégrer l'ensemble du bassin versant de Wéhima dans son champ d'action. Elle adopte une démarche intégrée du développement durable et commence à placer la préoccupation environnementale et le climat comme une priorité pour ses actions et programmes. Aujourd'hui, les actions de EVA tournent autour de la problématique du climat et de l'environnement et couvrent un éventail d'activités qui vont de la protection de l'environnement, des programmes socio-culturels en passant par la lutte contre la pauvreté à travers un ambitieux programme qu'on est en train de mettre. Nous sommes aujourd'hui une ONG et nous
nous prévoyons d'aller au-delà de Wérima et de la région de Tadjoura pour un peu intervenir dans d'autres régions. Et nous sommes un partenaire des ministères techniques comme le ministère de l'Environnement ou le ministère de l'Agriculture. Et donc EVA est aujourd'hui une ONG qui milite pour la protection de l'environnement et pour la lutte contre le changement climatique. Voilà, très bien. Donc, quelle sorte de partenariat vous avez avec le ministère technique tel que l'environnement? Je crois même savoir que vous êtes un partenaire important concernant le projet d'adaptation climatique que vous avez lancé avec le ministre de l'Environnement, Adalou, je crois. Oui, nous avons un partenariat privilégié avec le ministère de l'Environnement. C'est d'abord un partenariat technique. Le ministère de l'Environnement nous offre des ressources humaines et techniques pour pouvoir mettre en place des projets et nous apporte un encadrement aussi pour les exécuter dans les meilleures conditions. Ensuite, s'agissant du projet qui est maintenant en cours de mise en œuvre dans la région de Wérima, nous sommes un partenaire au niveau local, c'est-à-dire que le ministère de l'Environnement s'appuie sur l'ONG EVA pour mettre en œuvre les activités qui sont planifiées dans le cadre de ce projet. Donc EVA est partenaire donc de ce projet auprès du ministère de l'Environnement. Donc vous allez aussi participer à la COP 21. Dans quel état d'esprit vous allez participer à ce sommet, ou bien en tant qu'ONG et plusieurs autres associations? Oui, EVA va participer à la COP 21 et je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte pour remercier le gouvernement, et en particulier le président de la République, pour avoir mis EVA dans la délégation officielle pour représenter la société civile djiboutienne. C'est au niveau de la délégation officielle que nous allons participer à la COP 21 et nous avons également un délégué de l'ONG qui va également participer à cet événement après que nous ayons reçu aussi une accréditation à la COP 21 via des partenaires aussi, parce que nous sommes dans des réseaux et des collectifs d'associations. Nous partons à la COP 21 pour participer aux côtés de nos consoeurs de toutes les parties du monde et comme vous le savez, la COP 21 c'est aujourd'hui l'une des plus grandes manifestations climatiques qui n'ait jamais été organisée et comme le disait le secrétaire général, les attentes sont très fortes et donc c'est surtout les États et les gouvernements qui ont le pouvoir des décisions, mais nous les ONG nous participons en qualité d'observateurs. Les décisions ne sont pas entre les mains des ONG, mais les ONG aussi ont des rôles officiels très importants. Comme par exemple influencer les prises de décision, apporter pour certaines ONG une expertise pour les gouvernements en aidant les négociateurs à mieux comprendre et mieux naviguer dans les négociations. Et nous s'agissons, c'est-à-dire en ce qui concerne EVA, nous allons à la COP 21 pour apprendre, pour découvrir, pour se faire connaître, pour connaître aussi, et aussi pour partager nos modestes réalisations et expériences, parce que nous en avons, et aussi pour porter la voix de la société civile en valorisant et communiquant sur les efforts qui sont entrepris à Djibouti, autant par les organisations de la société civile que par les institutions pour lutter contre le changement climatique et pour œuvrer à la protection de l'environnement. Merci donc Ahmed. Nous allons passer maintenant à M. Hussein Rirache. Il y a plusieurs projets qui sont mis en œuvre dans les différentes régions. Est-ce que vous pouvez un peu nous revenir sur le projet du Petit Bara que vous avez aussi lancé, ainsi que Korangar? Avant de revenir à votre question, je voudrais de façon générale introduire et rappeler la jeunesse de cette mise en place de ce projet. Et Djibouti a fait un inventaire dans un plan d'action national sur le changement climatique où on avait décrit ou bien identifié les besoins urgents en matière d'adaptation au changement climatique. Et de là découlent 8 priorités, 8 projets prioritaires
et que normalement, comme le secrétaire général, qui sont financés pour les pays en, comment on appelle, PMA. Les PMA. Et sur les 8, nous avons obtenu le financement de 4 projets. Le premier programme qui a commencé, c'est dans les années 2010, c'est d'abord la priorité qu'on a donnée au littoral. Donc c'est ce projet de Korangar et de Douda où on a mis en place depuis 2010 ce projet, et je pense que ce projet est en train de se finaliser. Et récemment, donc une forte délégation s'est rendue avec notre ministre Moussa Ibrahim Balala en présence du secrétaire général pour justement lancer et montrer que dans cette région un vrai programme de plantation est mis en place, et je ne vais pas revenir, c'est même cité par le secrétaire général, plus de 100 000 plants ont été déjà plantés. Et c'est justement l'importance que le gouvernement donne justement à protéger la mangrove de Korangar qui se trouvait. Donc ce n'est qu'un projet, et ce projet aussi va contribuer justement au problème d'atténuation, et va nous permettre aussi de lancer aussi un grand projet pour vraiment essayer de pouvoir entrer dans l'adaptation. Ça, c'est le premier projet. Puis, dans la logique, d'autres projets sont venus. C'est le deuxième projet qui a été identifié pour la région Arta et Alcébie, plus précisément dans la région de Petit et de Grand Bara. Et ce projet, c'est simple. Lorsqu'on a fait le constat, les populations vulnérables sont des populations nomades. Et la transhumance, les déplacements de ces nomades, il fallait trouver, et on a constaté que au stade de changement climatique, il faut trouver un nouvel mode de vie pour ces populations. Et qu'est-ce qu'il fallait penser? Il fallait dire peut-être on va les installer et en même temps les appuyer. Comment on va les installer? C'est d'abord trouver la question de l'eau, l'accès à l'eau. Et l'accès à l'eau, une fois qu'on a trouvé l'eau, ça va être aussi pour justement pour ces populations, et la possibilité de lancer des programmes d'agriculture. Mais comme ces gens-là sont aussi nomades, ils savent déjà travailler sur l'élevage, donc on va les appuyer aussi et retrouver leur cheptel perdu. Donc c'est un programme agro-pastoral. Donc c'est un défi, et c'est des populations nomades qu'on va transformer en agriculture. Et là, ce programme se passe bien. Et il y a l'accès à l'eau. Comment on peut accéder à l'eau? On connaît Djibouti. Donc, c'est deux possibilités. C'est chercher en profondeur, par des forages, l'eau en profondeur. Et en même temps, additionner avec les eaux de surface par la mise en place de barrages pour pouvoir essayer de freiner et d'alimenter les nappes phréatiques. Ce sont des grands projets que ces dernières années, le ministère met en œuvre. Dans la même logique, deux autres projets aussi, ou des régions prioritaires, c'est le projet où vraiment en termes de climat, ces deux régions se ressemblent, c'est la région d'Adailou et d'Assam, puis la région de Halle et la région de Tadjoura. Tous ces projets, la priorité, c'est l'accès à l'eau. Et une fois qu'on a identifié, les appuyer, ces populations, comment les appuyer, c'est les former, leur donner la possibilité de cultiver, les encadrer, les transformer en coopératives et les appuyer financièrement pour qu'ils puissent accéder à des fonds pour pouvoir vraiment devenir plus autonomes. Et je voudrais aussi signaler que le ministère de l'Environnement, pour la première fois, a vu l'intérêt et l'importance de la société civile. C'est un premier projet que le ministère a impliqué la population civile, c'est la région d'Adailou, pour vraiment montrer, ou bien on a vu la nécessité qu'il y ait une coopération étroite entre la société civile et les institutions techniques telles que le ministère de l'Environnement. Voilà en gros les grands projets que le ministère a mis en œuvre pour l'instant. Oui, donc je crois que nous avons fait un peu le tour de table de différents grands projets pour atténuer ou pour l'adaptation climatique. Nous allons passer au secrétaire général, M. Deni. Nous avons beaucoup parlé, mais quelles sont les différentes perspectives aujourd'hui au niveau des Djibouti? Je crois que la finalité de tout programme,
c'est d'améliorer les conditions de vie de la population, surtout dans les zones rurales où le projet est exécuté. Donc, selon vous, quelles sont les différentes perspectives aujourd'hui au niveau de Djibouti? Les perspectives d'abord au niveau d'atténuation, comme l'a rappelé mon collègue Idriss, nous avons plusieurs projets dans le domaine des énergies renouvelables qui vont vraiment transformer la situation de Djibouti en termes de production d'électricité, ce qui va réduire le coût de l'énergie et donc va faciliter les conditions de vie des populations. Pour ce qui est du milieu rural, nous avons déjà plusieurs projets qui sont mis en œuvre, soit par le ministère de l'Environnement, soit par le ministère de l'Agriculture, qui vont vraiment augmenter l'accès à l'eau dans le milieu rural et favoriser aussi le développement de l'agriculture et de l'élevage dans le milieu rural. Mais à partir de la conférence de Paris, nous espérons avoir beaucoup plus de financement pour mettre en œuvre beaucoup plus de projets pour augmenter la capacité d'adaptation des populations rurales au changement climatique. Donc tout dépendra des résultats de la conférence de Paris, mais normalement, le financement tel que ça s'est annoncé en tout cas, on doit avoir au moins au niveau mondial 100 milliards de dollars par an d'ici 2020, 100 milliards de dollars d'ici 2020 et à partir de 2020, 5 milliards de dollars par an. Donc les perspectives de financement au niveau international sont très importantes et on espère que le nombre de projets va augmenter et surtout la dimension des projets va augmenter. Par exemple, actuellement, nous avons des projets de 4 ou 5 millions de dollars. Dans les années à venir, on espère mettre en œuvre des projets de moins 20 à 30 millions de dollars. Donc nous allons augmenter le nombre et la dimension des projets si la conférence de Paris devient une réussite. Oui, donc une chose aussi, oui, donc vous voulez intervenir. Oui, concernant la perspective, d'accord, vas-y. Je voudrais aussi rajouter en termes de perspective et de toute cette évolution, il faut replacer au niveau national. Au niveau du ministère, pour pouvoir accompagner, il faut des ressources humaines. Et il faut un financement pour pouvoir essayer d'exécuter. Donc actuellement, la direction de l'environnement, ou le ministère en charge de l'environnement, a déjà vu la valorisation des ressources humaines. Et comme elle a pu donc valoriser, c'est qu'il faut donner des opportunités aux jeunes diplômés pour qu'ils puissent venir, parce que avant, avec le salaire perçu par les fonctionnaires, ça ne faisait pas un appel. Donc il fallait revoir l'aspect de cette direction. Donc la mise en place du corps du métier de l'environnement, que là je dois remercier d'avoir le président de la République qui nous a vraiment facilité, et notre ministre, M. Mohamed Sebrahim, qui a milité, qui nous a accompagnés pour mettre en place le corps de l'environnement, que nous pensons que c'est un élément important pour essayer de dynamiser cette direction. Mais il faut aussi accompagner et trouver des fonds propres, d'où la mise en place ou bien le souhait de transformer la direction en agence qui pourrait s'auto-suffire, trouver un mode de financement propre. Voilà ce que je voulais rajouter en termes de perspective. Très bien, donc nous allons aussi passer à autre chose. Monsieur Dini, la question est ouverte pour tout le monde. Bien sûr, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour améliorer, pour atténuer les effets climatiques et l'adaptation climatique. Mais au niveau de la population, au niveau individuel par exemple, quels sont les différents conseils, que ce soit au niveau des institutions ou bien de la société civile, que vous pouvez fournir à la population pour participer aux efforts pour atténuer ou pour l'adaptation climatique? Une question ouverte pour tout le monde. Je vais commencer. La protection de l'environnement, généralement, et la lutte contre le changement climatique en particulier, c'est l'affaire de tout le monde. Donc le gouvernement peut mettre en place des projets, soit avec un financement national, soit avec un financement international, mais l'essentiel de l'action doit venir de la population elle-même. Et qu'est-ce qu'on attend de la population? D'abord en termes d'atténuation,
pour réduire l'émission de gaz à effet de serre, il est important que les populations, chacun dans leur maison, fasse un effort pour économiser l'énergie. Parce que plus vous consommez de l'énergie, plus vous émettez de gaz à effet de serre. Donc si la population adopte les ampoules à basse consommation, si lorsqu'on construit des maisons, on fait l'isolation thermique, si dans chaque maison, on installe l'énergie solaire, donc c'est un ensemble d'actions que le gouvernement peut favoriser. Par exemple, l'énergie solaire en mettant en place un système de fiscalité ou un système de crédit qui soit favorable. Mais il faut que la population fasse un effort pour économiser l'énergie dans leur foyer. En termes d'adaptation maintenant, il est important que la population fasse aussi un effort pour économiser l'eau. On est dans un pays désertique où la pluviométrie est faible et où l'eau est une ressource rare. Or, à Djibouti, on a tendance, dans les foyers, à trop gaspiller l'eau. Donc, économiser l'eau est un aspect important que chacun peut faire au niveau individuel. Maintenant, dans le milieu rural aussi, la population doit faire un effort d'abord pour ne pas couper les arbres, pour ne pas couper le peu d'arbres que nous avons. Déjà qu'on n'a pas beaucoup, si on coupe ce qui existe, on va se transformer en Sahara. Et vous savez qu'avec avec du sable, on ne peut pas vivre. Dans le Sahara, il n'y a que du sable. Donc, la population doit cesser de couper les arbres. Et récemment, j'ai été dans le milieu rural. J'ai été surpris par l'ampleur qu'a pris le déboisement à cause de l'exploitation du charbon. Le charbon, lorsque on le pratiquait dans le passé, il y avait très peu de gens qui le pratiquaient parce que d'abord il fallait être proche des centres-villes. Par exemple, dans la région de Tadjoura, ne pratiquaient le charbonnage que les populations qui étaient proches de la ville de Tadjoura. Parce qu'il fallait l'amener sur le dos de chameau jusqu'à Tadjoura, donc il ne fallait pas être à plus de 2-3 heures de marche de la ville de Tadjoura. Aujourd'hui, on pratique le charbonnage au fond des pays parce qu'on transporte avec des voitures. Première transformation, c'est au niveau du transport. Deuxième transformation, le charbon tel qu'on le pratiquait à l'époque, c'était une activité très difficile. Parce que dans un pays chaud, on brûle le feu, on utilise le feu pour brûler du bois, donc la chaleur du feu décourageait beaucoup de gens de pratiquer cette activité. Maintenant, apparemment, on a importé des pays voisins, des systèmes, des méthodes, des nouvelles méthodes. On voit partout, la dernière fois, je voyais partout des fumées qui sortaient de partout. Et lorsque je posais la question, on m'a dit que c'est une nouvelle façon de faire le charbon. Et donc, en plus, non seulement la méthode a changé, mais avant, on n'utilisait que les arbres morts pour faire le charbon. Et maintenant, d'après plusieurs sources, les gens utilisent les arbres vivants en les faisant couper ou brûler et en revenant quelques jours après pour le transformer en charbon. Donc ça, c'est vraiment c'est inacceptable parce que Djibouti n'a pas déjà beaucoup d'arbres et le peu d'arbres, si on le brûle, d'abord ça contribue à l'émission de gaz à effet de serre lorsqu'on brûle le charbon, lorsqu'on brûle l'arbre, mais surtout ça contribue au déboisement. Et l'argument qui est utilisé en général, c'est l'argument de dire que ce sont des populations pauvres qui meurent de faim et qui ont besoin de ça pour survivre. Je pense que la pauvreté n'est pas nouvelle, mais il n'y avait pas une telle ampleur dans l'utilisation du charbon. Je pense que c'est plutôt deux facteurs qui ont favorisé ça. C'est d'abord l'effet du CAT. Les gens maintenant consomment beaucoup de CAT, y compris dans le milieu rural. Du fait qu'ils ont besoin d'une dose quotidienne de CAT, ils ont besoin de liquidité. Et pour cela, ils doivent faire du charbon. Deuxième chose, c'est l'utilisation de la main-d'œuvre étrangère à bon marché pour faire cette activité de charbonnage. Donc, je pense que vraiment, je lance l'appel à la population rurale pour éviter de couper les arbres pour faire du charbon. Ensuite, maintenant, non seulement on ne doit pas couper les arbres, mais on doit faire un effort pour en planter. Justement, c'est là que je voulais en revenir là, avec le slogan que le ministre a annoncé dans notre pays. On sait comment préserver les arbres, mais on ne sait pas comment les planter. Les planter. Est-ce que ce concept, pensez qu'il sera... Qu'est-ce que vous allez faire pour généraliser ce concept alors? D'abord, on va commencer par les milieux urbains, où c'est plus facile. Par exemple,
On peut commencer à planter les arbres dans les écoles, dans les rues, dans les casernes. Et le président de la République a lancé un programme de reboisement très important où il a demandé qu'on plante 600 000 arbres. Donc déjà, commençons dans les milieux urbains où c'est plus facile. Et aussi dans le milieu rural, partout où nous, ministère de l'Environnement, ministère de l'Agriculture, nous avons des projets. Nous allons faire un travail de reboisement. Mais l'essentiel, c'est de comprendre qu'il faut planter les arbres. Pourquoi planter les arbres? Parce que les arbres, ça permet d'absorber les gaz à effet de serre. Donc c'est une mesure d'atténuation d'abord. Mais c'est aussi une mesure d'adaptation, c'est-à-dire s'il y a une sécheresse, si vous avez déjà les arbres, mais vous allez utiliser ces arbres pour le fourrage des animaux. Et c'est quelque chose qu'on peut faire au niveau individuel. Au niveau individuel, Voilà, chacun peut planter son arbre. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a d'autres conseils que... De toute façon, la question est ouverte pour tout le monde, on va clôturer avec ça. Dis-nous, par exemple. On va rajouter ça. Surtout, le ministère en charge de l'environnement ne peut pas agir seul. D'où l'importance aussi de travailler avec la société civile. Et ça, j'insiste, c'est justement en travaillant avec la société civile qu'on peut pérenniser et vraiment tout ce que le secrétaire général a mentionné pourrait avoir un sens vraiment important. Donc je salue aussi ce partenariat qu'il faut renforcer et qu'il faut étendre. Ça pourrait carrément, ce que vous dites, arriver à tous les individus de façon vraiment unie, où tout le monde est concerné par cette affaire. La seule manière pour la République de Djibouti, c'est de travailler tous ensemble et de se dire que c'est une affaire de tous l'environnement. D'accord. Tout à l'heure aussi, vous avez évoqué le problème de l'agropastoralisme qui serait très important pour relever les défis. Oui, ça, c'est uniquement une manière d'accompagner les populations vulnérables et vraiment aussi étendre aussi la question de l'eau. C'est une question centrale où on a peu d'eau et il faut le préserver. Donc, avec peut-être aussi l'idée du président toujours de nous accompagner en termes d'énergie, mais en termes d'eau. Et si on a aussi l'eau de l'Éthiopie, ça pourrait aussi renforcer. Et là, j'espère peut-être aussi avec les populations même urbaines et aussi rurales, ça pourrait aussi favoriser ce développement et cette vision aussi de planter peut-être un jour notre pays va devenir vert. C'est mon souhait. Oui, merci. Moi, je vais revenir sur 3 points, étant donné que tout le point a été évoqué par mes collègues ici. Premièrement, il faut changer notre comportement quotidien. Parce qu'on parle de façon générale de l'environnement, et il faut changer notre comportement quotidien. C'est-à-dire que l'environnement appartient à tout le monde, c'est un patrimoine national qui fait partie intégrante du patrimoine mondial. Donc, c'est par nos actions qu'on détermine le futur. Et la première chose, si je peux donner un exemple, le fait de gaspiller l'eau, c'est-à-dire d'ouvrir le robinet et de laisser le robinet ouvert ou bien la douche ouverte lorsqu'on se lève, alors qu'on n'a pas assez d'eau, donc on vit ajouter dans un stress hydrique. Donc rien qu'en fermant, on peut éviter ça. La deuxième chose, c'est que, comme le secrétaire général a rappelé, la plantation des arbres, c'est quelque chose qu'on peut faire individuellement et c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup de choses au niveau général. Donc si on peut dire, d'abord ça embellit la ville, ça attire, ça peut attirer le tourisme. Donc. Le deuxième point, c'est que les gens peuvent utiliser l'ombrage de ces arbres ou bien pour se reposer, pour palabrer, pour discuter. Et d'un point de vue scientifique, si on rentre, les arbres qu'on plante sur les berges des oueds peuvent renforcer, lutter contre l'érosion, si je peux dire. Et le quatrième point, c'est ça. Ça permet de séquestrer le carbone. Et c'est très important à la séquestration du CO2. Il y a les arbres, il y a aussi les océans. Oui. Alors, excusez-moi, je vous interromps. À l'image, ce que vous dites là, je ne sais pas quand et qui, mais il y a quelqu'un qui me dit un jour que le premier ennemi de l'homme à Djibouti, c'est l'érosion. Est-ce que cela est vrai aussi? Non, mais c'est l'érosion hydrique et éolienne. C'est ça qui provoque la désertification. Et c'est pour cela que dans nos programmes, nous avons prévu de replanter les berges des oueds, justement pour lutter contre l'érosion. Parce que lorsque vous coupez les arbres,
et que le sol reste nu, forcément il y a l'érosion éolienne d'abord, c'est-à-dire le vent va enlever tout le sable, donc il n'y aura plus de plantes qui vont pousser. Ensuite il y a l'érosion hydrique, donc à la première pluie, tout le sable qui servait, tout le substrat qui permettait aux plantes et aux arbres de repousser va être emporté par l'eau, il ne va rester que des roches, que des cailloux. Donc un moyen de lutter contre l'érosion hydrique et éolienne, c'est de replanter les arbres. D'accord, ça va continuer, Oui, si je peux, comme l'a souligné le secrétaire général, donc ça permet de lutter dans la plantation des arbres. Et le dernier point que je voulais aborder concerne l'adaptation de façon générale, comme ils ont souligné, l'adaptation au changement climatique, c'est pour deux bénéficiaires principaux. Premièrement, pour les populations vulnérables, les populations locales. Donc la participation de la population locale est très importante. Donc il faut qu'ils s'approprient le programme. C'est pour ça qu'une association telle que, ou bien une ONG telle que l'EVA participe. Donc c'est eux qui connaissent leurs problèmes. Et en association avec eux, on permet de mettre en avant qu'ils participent à ce développement. Et il faut penser que ce développement doit être dans la durabilité. Donc il faut que lorsque le projet, parce qu'un projet a un temps limité, un espace limité. Et après, donc c'est la population qui va continuer à avoir. Donc on est en train de régénérer les conditions dans le temps. Donc c'est-à-dire on doit remettre en avant, et après c'est la durabilité, c'est en mettant en place avec les populations locales, la communauté locale, on assure la durabilité du projet. Le deuxième point, c'est que tous ces projets qui sont d'adaptation, qui sont au niveau national, ils ont trois composantes qui sont très importantes, que vous avez soulignées. C'est d'abord l'eau. Il faut qu'on a développé des périmètres agro-pastoraux ou bien de reboisement. Et la troisième composante qui est importante, et c'est ça que je reviens pour la durabilité, c'est les activités génératrices de revenus qui vont permettre de pérenniser ces activités. Donc tout ça a pour objectif de lutter contre la résilience des populations locales et des écosystèmes fragiles. Donc c'est un ensemble, un tout, qui permettrait, en mettant tous ces programmes, tous ces projets, qu'on arrive à un développement local qui participe au développement global. Très bien, notre monsieur, nous allons passer à M. Ahmed. Je crois que Eva a fait de très bonnes choses avant de devenir ONG. Au niveau individuel, au niveau local, il y a plusieurs choses que vous avez fait pour préserver l'environnement, faire pousser des plantes. Quels sont les concepts pratiques que vous pouvez donner à chaque Djiboutien pour améliorer cela? Oui, en fait, je pense que les personnes qui m'ont précédé dans leur intervention ont presque tout dit. Moi, ce que je pourrais ajouter, c'est que d'abord, il faut un engagement citoyen au niveau de chaque Djiboutien pour œuvrer à la protection de l'environnement, mais aussi à la lutte contre le changement climatique. Déjà, il y a une initiative qui a été lancée la semaine dernière, c'est la plantation des arbres pour atteindre 600 000 arbres au niveau de tout le pays. C'est une initiative du président de la République que je salue et qu'il faudra poursuivre. Si dans chaque ménage il y a un arbre au niveau de la capitale, on pourrait créer un microclimat, réduire la température et aussi, comme le disait le secrétaire général, réduire aussi l'émission de gaz à effet de serre au niveau de... L'eau est une source désormais tarissable aujourd'hui, on le voit. Le changement climatique est une réalité maintenant qu'il faudra prendre en compte et que il faudra aussi intégrer dans chaque projet, même individuel. Quand il faut construire une maison, pensez à ça. Quand on veut acquérir le matériel et équipements électroniques ou autres à usage domestique, il faut aussi prendre en compte le changement climatique. Quelqu'un qui veut acheter un climatiseur, si déjà il intègre cette problématique du changement climatique, il va sûrement acheter un matériel qui est adapté à la situation. Au niveau rural, la question du changement climatique se ressent de plus en plus maintenant que le monde rural est aujourd'hui en danger. En danger parce que l'eau manque, parce que la végétation diminue,
L'environnement ou la nature, c'est le capital pour ces populations qui vivent essentiellement du pastoralisme et tout ça disparaissant, les gens n'ont d'autre alternative que d'aller vers les villes. C'est l'exode rural. Et on va vers les villes plutôt pour survivre que pour y vivre, parce que ils n'ont rien, ils n'ont pas de moyens pour vivre dans cette ville. Nous, notre souci, c'est de maintenir et garder ces populations dans leur milieu d'origine, en les mobilisant pour la protection de l'environnement et en les aidant à s'adapter à la nouvelle donne climatique. Maintenant, ce que je pourrais dire aux associations, parce qu'on est une organisation, c'est aussi, quelle que soit la thématique, quel que soit leur objectif, il faut aujourd'hui que chaque association intègre dans son programme d'action la question du changement climatique et que la question du changement climatique devienne un problème pour tout le monde, comme le disait le secrétaire général. Ça peut être une association de jeunes qui travaillent dans le milieu du sport, mais on peut toujours aussi sensibiliser les jeunes sur le changement climatique. Nous devons tous intégrer la question du changement climatique. Voilà mon message. Très bien, donc, merci. Je crois que vous avez fait un peu le tour de table concernant les problèmes environnementaux. Nous allons aussi essayer de participer au niveau des médias, aux efforts fournis par les institutions ainsi que la société civile pour préserver l'environnement. C'est dans ce cadre que nous organisons cette émission ainsi que plusieurs émissions. Nous allons essayer par tous les moyens de pérenniser ce genre d'émission. Merci donc, comme il a été dit, l'environnement c'est l'affaire de tout le monde. Nous allons essayer d'y participer au niveau de la télévision pour produire des émissions similaires qui évoquent l'environnement, la préservation de l'environnement. Je remercie tout le monde, tous les participants qui ont participé à cette émission et je vous dis tous au revoir.